Bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour Carole, bonjour Roland, bonjour également à nos téléspectateurs et aux auditeurs de la Diaspora FM qui nous suivent en direct. Alors bonjour Roland Tonéikès. Bonjour Hugues Hector Zogo, bonjour aux amis téléspectateurs, internautes et auditeurs de la 102.3 FM. Premier sujet à aborder dans cette rubrique analyse, attaque récente contre Yahi et son parti, l'opposition, seule préoccupation des ministres conseillers. Est-ce que Hugues Hector Zogo, vous trouvez cette interrogation du quotidien Matin Libre quand même opportun? Est-ce que la question elle est opportune? Elle est opportune. Je pense que oui. Et je pense que oui, parce qu'en réalité, nous sommes en face d'une personnalité de la République. Il s'agit de l'ancien chef d'État de notre pays. Et bien qu'il se retrouve aujourd'hui à la tête d'un parti politique qui porte la casquette de l'opposition, on ne va quand même pas se permettre de tout dire vis-à-vis de sa personnalité. Et donc, quand on regarde encore les différentes figures qui prennent la parole, on se pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Ou est-ce que les gens n'ont véritablement pas idée de la mission qui leur est confiée? Et quand vous regardez le décret que le président de la République a pu prendre pour parler donc de la création, de l'attribution et de l'organisation du fonctionnement du collège des ministres conseillers à la présidence de la République, vous ne verrez nulle part dans le décret qu'il est recommandé ou qu'il est demandé à un ministre conseiller, encore moins à leur coordonnateur, de pouvoir s'attaquer aux autorités ou aux personnalités de la République. Donc pour moi déjà, c'est à ce niveau-là qu'on devrait commencer par clarifier les choses. Est-ce que tous les acteurs qui portent la casquette de ministre conseiller arrivent effectivement à répondre aux attentes du chef de l'État? Parce que le décret est assez clair. C'est le décret qui date, le décret numéro 2024-006 du 9 janvier 2024. Et ce décret-là, déjà en son article 3, essaye d'énumérer les différentes attributions pour les ministres conseillers. Et quand je regarde les ministres conseillers qu'on a à la date d'aujourd'hui, je me rends quand même compte qu'ils essayent de respecter d'une manière ou d'une autre le contenu de ce décret qui a été signé par le président de la République. Maintenant, quid des interventions de leurs coordonnateurs? Il y a aussi la mission qui est confiée donc au coordonnateur. C'est déjà au niveau de l'article 4. Le décret dit clairement que le ministre conseiller est un collaborateur du président de la République. Il est nommé par décret du président de la République sur proposition des membres de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Un peu plus après, je crois bien que on parle au niveau de l'article 5. Voilà, de l'article 5. On dit que le collège des ministres conseillers est dirigé par un coordonnateur désigné par le chef de l'État. Et le coordonnateur a pour rôle principal de suivre la mise en œuvre des programmes d'activité des ministres conseillers. Ça, c'est la première chose. On dit ensuite que le coordonnateur du collège des ministres conseillers participe aux réunions, séminaires et activités du Conseil des ministres, à l'instar des membres du cabinet du président de la République. À aucun moment, il n'a été signifié dans le décret qu'il faut s'attaquer à la personnalité d'un ancien président. Donc, quand moi je suis un peu le ministre coordonnateur aujourd'hui, je me pose de véritables questions par rapport à ses intentions réelles. Nous sommes en train de traverser une période assez sensible dans notre pays. C'est qu'on est en train d'aller progressivement et sûrement vers la tenue des élections. Et tout le monde souhaite qu'on puisse avoir des élections crédibles, transparentes, inclusives, et qu'au bout du processus, que ce soit la paix qui règne
comme on a eu l'habitude depuis plusieurs années dans notre pays. Et donc, quand on commence par tenir des propos à la limite de va-t-en-guerre, et quand on s'attaque à une figure de l'opposition, encore que cette figure de l'opposition a été ancien président de la République, je trouve qu'il n'aurait pas pu aller jusqu'à cet extrême-là. Pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas de bon signe. En tant que coordonnateur, vous n'avez pas vu un ministre prendre la parole et tenir ses propos. Parce que sans aucun doute, le chef de l'État même souhaite qu'il y ait une certaine discipline au sein de son équipe. Maintenant, si c'est un coordonnateur, un ministre conseiller qui prend la parole de cette manière-là, pour moi, ça pose un véritable problème éthique. Roland Tonnet-Ikes. Oui, je crois que quand on suit un peu l'actualité aujourd'hui, Hugues Hector Zogo fait bien de rappeler les missions qui sont assignées aux ministres conseillers. Et les ministres conseillers ont été nommés par quelqu'un. Et donc, de ce point de vue, j'estime que si les ministres conseillers dérapent, à la limite, celui qui les a nommés peut les rappeler à l'ordre. Je crois que quand on regarde un peu la manière dont Janvier Arouedéou et bien d'autres, parce qu'en fait, pour lui, c'est beaucoup plus officiel. Il y en a qui le font dans des réunions secrètes ou bien dans des rencontres et qui disent des choses pas possibles sur l'ancien chef d'État. Moi, je crois qu'on a vu Badabassi commencer. Personne, à aucun moment, personne ne l'a interpellé pour lui dire attention, il faut arrêter ça. Donc, dès lors que quelqu'un commence, on ne siffle pas la fin de la récréation, je crois que tout le monde pensera que tout est permis. Tout est permis, mais attention, parce que celui que vous servez est appelé à être aussi ancien chef d'État un jour. Alors, serez-vous d'accord qu'on le traite de cette manière? Janvier Arouedéou, je suis quand même surpris de se voir que c'est quelqu'un de sa trempe qui tient ses propos, d'ailleurs, qui même en arrive à vouloir proposer un troisième mandat. Et lui, avec tout ce qu'il a incarné dans ce pays, je me rends compte qu'il faut quand même, à un moment donné, permettre aux acteurs de se rapprocher de la marmite pour voir leur vraie personnalité, leur vraie identité. Parce que, aussi longtemps qu'ils sont peut-être loin, ils ont un discours de probité, un discours d'intégrité, et dès lors qu'on les rapproche de la marmite, ça change, le discours change, parce que les avantages sont là, les privilèges sont là. Vous avez un garde du corps, vous avez un chauffeur, vous avez un véhicule de l'État à plaque bleue, ça vous allez où vous voulez, pourvu que vous puissiez aller parler. Donc moi je crois qu'à un moment donné, il faut quand même interpeller la conscience personnelle de chaque acteur politique pour dire, est-ce que c'est parce que nous avons des privilèges aujourd'hui que nous allons croire que tout est permis? Je vois malheureusement les réactions, et parfois, quand ces personnalités le font, qu'est-ce que nous pouvons reprocher aux jeunes web activistes, malheureusement, qui aussi dérapent à la limite, ils disent des choses pas possibles. Quand vous les lisez, vous tombez des nues. Et quand c'est un jeune de l'opposition qui le dit automatiquement, on connaît la suite. Je pense que véritablement, les gens doivent prendre conscience de la situation et dire, écoutez, Boni Yayi a dirigé le Bénin pendant 10 ans. Peut-être qu'eux n'auront jamais la chance de diriger le Bénin pendant une journée. Et c'est une charge présidentielle. C'est pour ça qu'au-delà de ce qu'on peut dénoncer dans la gouvernance Patrice Talon, il faut quand même le respecter à bien des égards, parce que ce n'est pas facile une charge présidentielle. Et nous savons tous que ce que les gens reprochent à Boni Yayi aujourd'hui, au point où on s'attaque à lui, la grande partie de ceux qui l'ont servi là, ils sont où aujourd'hui? On peut les citer. Ils sont dans la gouvernance actuelle. On connaît les grands dossiers sous le Boni Yayi. Mais tous ceux qui ont géré ces grands dossiers sont où aujourd'hui? On sait où ils sont aujourd'hui. À quelques exceptions près où certains sont allés, soit en exil volontaire ou forcé, la grande partie est là. Créant les représailles, ils ont fait le Samalek, ils ont fait le mea culpa pour se retrouver dans la gouvernance actuelle. On connaît bien ce dossier, ces histoires. Donc, moi je voudrais que Janvier Arouedéou, qui a incarné une certaine intégrité, que nous avons du respect, pour qui nous avons eu du respect, essaie de revoir un peu sa posture. Parce que, oui, attendez, on a vu, quand il a dénoncé Olivier Bokor et son groupe sous Boni Yayi, les vidéos sont encore là, on peut continuer à voir. Donc quand vous dénoncez tout ça, parce que quand vous dénoncez Olivier Bokor sous Boni Yayi, et que vous dénoncez un certain nombre de choses, vous dénoncez aussi indirectement Patrice Talon.
Bon, parce que Patrice Talon vous a nommé aujourd'hui, vous avez à manger et à boire à côté de lui, que vous allez penser que celui sur qui vous avez dénoncé, c'est parce qu'en réalité, ceux qui dénonçaient à l'époque, il estimait que Olivier Bokor, Rocknery et autres étaient des complices de la gouvernance et qu'il y avait mal donne. Il a cité les dossiers, c'est encore là. Mais si vous aujourd'hui, vous dénoncez ça et qu'aujourd'hui vous êtes avec l'un des piliers, en tout cas l'un des amis proches de Olivier Bokor et autres là, et que vous trouvez qu'il faut encore jeter du discrédit sur l'autre à point parce que vous voulez, bon, l'autre l'aurait appelé le ministre d'État, des ministres conseillers. Je comprends pourquoi aussi sa posture est là, parce que être coordonnateur ministre conseiller, c'est comme le premier ministre des ministres conseillers, donc il a peut-être une certaine marge de pouvoir et donc ça lui profite bien, comme je l'ai dit, les privilèges. Non, je crois qu'il faut arrêter ça. Je crois qu'à un moment donné, nous devons pouvoir comprendre et avoir de logique de la suite dans nos idées. Nous devons avoir de la logique de la suite dans nos idées. En réalité, j'avais regardé dans la posture du ministre conseiller aujourd'hui, de tenir ce discours, en réalité, s'il devait tenir à son intégrité qu'on lui connaissait, il ne devait même pas accepter ce poste. Et donc, s'il accepte ce poste, qu'ils comprennent que c'est des charges. Et ce qu'on leur a demandé de faire, c'est d'aller vulgariser les actions du gouvernement. C'est ce qu'il a besoin de faire là. C'est d'aller à Zayanado, à Kové, d'aller à Niki pour rappeler aux populations de Niki que vous voyez, écoutez, le président de la République a travaillé pour vous, vous voyez l'arène qui a été réalisée, vous voyez un peu ce qui a été fait. Écoutez, il faut travailler à voter pour son dauphin, hein. Sinon en réalité, il y a beaucoup de choses comme... C'est ce qu'on leur a demandé d'aller faire. C'est devenir à Boubacar pour dire, écoutez, vous avez vu, au moins il n'y a pas, on a fait asphaltage dans certaines rues, vous voyez comment est-ce que c'est facile de circuler aujourd'hui. C'est ce qu'on lui a demandé de faire. On ne lui a pas dit. D'abord, quand vous vous attaquez plus à votre adversaire, vous lui faites de la publicité gratuite. Plus il s'attaque à Boni Yayi, plus il amène les citoyens à s'intéresser à Boni Yayi. Le plus important, et quand vous suivez bien Patrice Talon, en 2016, quand il est candidat, à aucun moment, sur le terrain, il n'a appelé aussi les noms de ses adversaires. Vous ne le verrez pas faire ça. Parce que en politique, et notamment en communication politique, vous devez éviter au maximum de vous en prendre à votre adversaire en citant son nom, en le nommant. Non, je crois qu'il s'écarte de la vision. Et si c'est le chef de l'État qui doit maintenant siffler, on a vu, Hervé Khaïromé traiter Boni Yayi de vil individu. Et puis, on a vu la suite. Donc, il faut quand même, si Gbadamasi le fait dans la 8e, il le fait dans la 8e, et cela a conduit même à la prise de parole de la CONA dans la 8e, et ça a entraîné ce que ça a entraîné, et que personne n'a eu le courage de dire à Gbadamasi, arrêtez, monsieur le ministre conseiller, ce n'est pas bien. Je crois que d'autres personnes vont continuer à le faire. Il faut maintenant, et plus que jamais, dire à ces cadres-là, ces autorités-là, non, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin d'aller convaincre nos électeurs pour espérer avoir leur suffrage pour les élections prochaines. Huguettor Zogo, Janvier Yawédéou est allé jusqu'à affirmer que l'opposition n'a aucune chance de gagner les élections en 2026. Est-ce une analyse politique ou une manière d'intimider l'opposition aujourd'hui? Non, c'est pas de l'intimidation. Vous savez, quand vous appartenez à une équipe, prenez une équipe de football, quand vous appartenez à une équipe de football par exemple, et vous avez un match avec une équipe adverse, vous avez la fougue de pouvoir dire nous allons gagner ce match-là. On va pas travestir ces propos par rapport aux élections ou aux enjeux qui guettent l'opposition par rapport au rendez-vous de 2026. Parce qu'en réalité, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui va se rendre aux urnes. C'est parce qu'il y a... Apparemment, il est devenu un devin. Non, les devins, on en aura toujours. Chacun y va avec sa capacité managériale. C'est une manière pour lui de dire, nous sommes plus que convaincus qu'en 2026, nous allons encore remporter les élections. Seulement que, en le disant, il utilise des stratégies qui donnent du poids à l'opposition. C'est ce qu'il ne sait pas. Si vous rencontrez n'importe quel concitoyen béninois, il pourra vous faire ressortir les limites du président Boni Yayi. C'est de la même manière qu'il a la possibilité de vous faire ressortir les limites du président Patrice Talon. Parce que tous deux, ils sont des humains. Et tous deux, à un moment donné, en tant que première personnalité du pays,
ont fait des options. Quand vous prenez le président Patrice Talon, lui, il a voulu restaurer l'autorité d'État. Et donc, pour lui, les réformes ou rien du tout. C'est ce qui a constitué sa force en tant que chef d'État. Mais quand vous prenez le président Boni Yayi, c'est le capital humain à travers le social qui est en réalité ce qu'il a pu vendre durant les 10 ans de sa mandature. Et donc, quand vous prenez l'un ou l'autre, il y a les avantages de l'option qui a été faite, tout comme il y a les inconvénients, parce que vous ne vous retrouverez jamais satisfait avec un peuple qui se retrouve en sous-développement. Donc, à partir de ce moment-là, s'il y a des acteurs qu'on a pu nommer ministres conseillers, c'est parce qu'à un moment donné, le chef de l'État a compris que les différentes réformes qu'il a pu faire, c'est vrai que c'est dans l'intérêt général, mais que ça ne suffit pas pour lui faire gagner les élections en 2026. Parce que c'est un poste politique, c'est un poste purement politique. C'est de la communication politique qu'on leur demande de faire. On ne leur demande pas de faire autre chose. Au moment où les populations se sont rendues compte qu'il y a eu tellement de réformes et sont fâchées, le chef de l'État envoie des compatriotes sur le terrain pour dire, vous connaissez le meilleur langage politique qu'il faut tenir. Expliquez-leur désormais que, en réalité, j'ai dû faire cette option-là parce que. C'est tout ce qu'on leur a demandé. On ne leur a pas demandé de venir pratiquement à la veille des élections pour commencer par tenir des propos vindicatifs. Encore que c'est un coordonnateur des ministres conseillers qui prend la parole de cette manière. À la limite, de la manière vulgaire pour moi. Parce que quand vous êtes un acteur politique, vous devez incarner ce qu'on appelle l'autorité morale. Il y a l'éthique qui doit pouvoir transparaître dans ce que vous dites. Mais quand vous suivez tout ce qu'il a eu à partager là, quelle est la plus-value? Quelle est la plus-value de ce qu'il a apporté là? Quelle est la plus-value? Le président Patrice Talon même ne s'attarde pas. Quand il prend la parole, je me demande si les gens arrivent à le suivre. Le chef de l'État même ne s'attarde pas sur ces petits détails-là. Parce que tout le monde est d'accord qu'à un moment donné, il y a eu malgouvernance dans notre pays. Et on connaît les différents acteurs de la malgouvernance. Si on doit les citer, on peut faire l'exercice et commencer par les citer un à un. Mais est-ce qu'on va se fier tout le temps pour dire oui, parce qu'il y a malgouvernance, il faut jeter des pics à X ou à Y? Non. À un moment donné, si vous voulez transformer le pays, vous arrêtez ça. La justice, on est dans un état de droit. Roland Tony. J'ai pas fini. Vous n'avez pas fini? On est dans un état de droit. Et il y a encore la séparation des pouvoirs. C'est ça qui nous concède en fait le droit institutionnel. On est dans un régime démocratique. Si le ministre coordonnateur Yahweh Déhou trouve qu'il y a mal-donne, mal-gouvernance, mais il lui revient de droit, c'est un devoir pour lui de saisir la justice de notre pays. Ce n'est pas par médias interposés qu'on va sortir des propos à la limite incendiaire pour s'attaquer à l'autorité d'un ancien chef d'État. Bientôt, on parlera de Patrice Talon, ancien chef d'État. Est-ce qu'ils auraient souhaité qu'on tienne de pareils propos, même si le président Patrice Talon ne se retrouvait pas dans ce registre-là? Il a géré le pays pendant 10 ans. Donc, à un moment donné, il y aura forcément un Béninois qui ne sera peut-être pas d'accord avec son mode de gouvernance sur un axe donné. Moi, je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas d'accord avec le président Patrice Talon quand on parle, par exemple, des questions liées aux droits humains. Je vous l'ai toujours dit. Mais ça ne me donne pas le droit de tenir certains propos vis-à-vis du président Patrice Talon. Parce qu'après tout, il incarne à lui seul une institution. On est en train de travailler pour vouloir avoir les anciens chefs d'État au sein d'un même creuset. Vous avez vu, on n'a pas vu la présence de Boni Yayi et de Nicéphore Soglo le 1er août dans notre pays pour le défilé. Vous avez vu tout ce qu'on a eu comme critique acerbe vis-à-vis de leur personnalité parce qu'on a trouvé que c'était un rendez-vous d'unité nationale. Mais à l'opposé, voilà ce qu'on dit d'eux. C'est pas bon. Roland Tony, qu'est-ce? Moi, je voudrais juste rappeler à certains acteurs politiques que s'ils sont suffisamment intelligents, ils doivent comprendre que les missions qu'on leur a confiées là, c'est en réalité pour tuer aussi leur crédibilité. Parce qu'ils ont incarné à des moments donné des personnalités
Et quand je pense Janvier Aredo là, avec tout ce qu'il dit là, si demain il y avait alternance au pouvoir et que quelqu'un d'autre, un autre camp prend le pouvoir, quelle serait son image dans la République? C'est pourquoi, en prenant la parole, ils doivent faire l'effort de se rappeler de leur image pour la postérité. Parce que oui, Patrice Talon ne sera pas éternel à la tête du Bénin. Il va partir un jour. Que ce soit en 2026 ou je ne sais quoi, il va partir un jour. Mais il y a d'autres personnes, et même si c'était un dauphin de Patrice Talon qui prenait le pouvoir, il ne vous fera pas confiance comme Patrice Talon. Mais je voulais même rappeler à Janvier Aredo, qui se souvient de 2023. En 2019, il était candidat titulaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé au point où en 2023, il devient suppléant de Khekhoumé? Il était premier titulaire en 2019. Et Khekhoumé était deuxième titulaire avec comme suppléant Gilbert Lambert Akonbono, le député. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en 2023, on l'a mis comme suppléant en 2023 du premier titulaire et celui qui était suppléant du deuxième titulaire est devenu deuxième titulaire. Et on a vu la bataille qu'on a eue au Parlement, où l'autre sorti du gouvernement à tout prix a voulu prendre son poste et justement a saisi le Parlement, la Cour constitutionnelle, et puis finalement on l'a éjecté comme un malpropre du Parlement. Les gens doivent pouvoir suffisamment prendre de la graine dans des situations qu'ils ont vécues à un moment donné pour se dire attention, dans ce que je fais là, la mission qu'on m'a confiée là, est-ce que ce n'est pas pour m'épuiser totalement, pour que demain je n'ai plus de possibilité de prendre la parole à un moment donné, ou est-ce qu'en réalité on a véritablement besoin de moi et que véritablement je compte dans la balance? À des moments donnés, on peut vous faire appel à la politique, pas pour vos beaux yeux, pas pour vous faire plaisir, mais pour vous détruire totalement. Parce qu'on sait que quand vous confiez telle mission, vous allez le faire après, vous n'aurez plus de crédibilité aux yeux des populations ou des citoyens. Donc, quand je vois Janvier Aredo dans cette dynamique, je voudrais quand même le prier ce matin de revoir sa posture. Parce que demain, on aimerait entendre encore un Janvier Aredo dénoncer des choses. Mais si demain, il fait tout ça, et que demain, il vient dénoncer les gens, mais de quoi il parle? On l'a vu ici, non? On l'a vu prendre la parole, non? Donc, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Que les gens restent dans le cadre formel. Et je voudrais finir en disant ceci. Moi, je pense, et je continue de dire, que si les ministres conseillers ont des discours qui ne sont pas des discours conciliateurs, pacificateurs, unificateurs, si vous voulez, il revient au chef qui les a nommés de les rappeler à l'ordre. Si le chef ne le fait pas, je crois que lui aussi, on lui demandera des comptes. Hugues Hector Zogo, j'ai bien envie de vous poser la question quand même. Une telle déclaration est-elle compatible avec l'esprit démocratique? Je ne prendrai pas par quatre chemins pour vous dire qu'au regard du rang social de la personne qui a pris la parole, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Au regard du rang social de la personne qui a pris la parole, ce n'est pas bon. Un jeune d'une classe de troisième aurait tenu ces propos qu'on pourrait dire que c'est la fleur de l'âge qui le pousse à dire ces choses-là. Mais pour quelqu'un ayant ce parcours, tenir ce genre de discours, et vous allez voir, regardez un peu les images, vous vous rendrez compte que ces gestes trahissent en fait ce qu'il sortait. C'est comme si on lui mettait une certaine pression à dire ce qu'il a dit là. Vous ne le sentez pas à l'aise, il n'est pas à l'aise en disant ça. Regardez les images, vous vous rendrez compte qu'il n'est pas à l'aise lui-même en le disant. C'est comme si il était en train de forcer quelque chose. Qui le lui demande? Ça va servir à quoi? J'ai demandé tout à l'heure, quelle est la plus-value? Qu'est-ce que ça a apporté d'hier à aujourd'hui là? Ces déclarations-là ont apporté quoi à notre République? Là où on est aujourd'hui, ce dont nous avons besoin le plus, c'est que chaque camp, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance, que vous puissiez tenir un discours de paix et que nous puissions traverser cette période de turbulence avec plus de sérénité, plus de quiétude. Parce que c'est ce qui, en réalité, constitue la force de notre pays. Ailleurs, il n'y a pas ça. On vous dira, malgré tout, ils sont parvenus quand même à tirer leur épingle du jeu. C'est l'occasion pour tous ceux qui accompagnent le chef de l'État aujourd'hui de ramener la balle à terre pour
permettre au chef de l'État de sortir par la grande porte. Lui-même, regardez le discours que le chef de l'État, l'interview qu'il a accordé le 1er août dernier. J'ai l'impression que ceux qui l'accompagnent ne suivent pas du tout le chef de l'État. Regardez le message que le chef de l'État a adressé. Un message d'unification. Un message pacifique. Il est allé à présenter ses excuses, à demander pardon à son peuple pour les imperfections liées à sa gouvernance. Parce qu'il a compris que dans la posture d'ancien chef d'État, certains concitoyens prendront la parole pour lui dire « Monsieur le Président de la République, vous nous aviez promis telle chose en 2016, mais vous ne l'avez pas réalisé pendant vos 2 mandats constitutionnels. Et nous sommes fâchés d'après vous. » Il a anticipé. Il a présenté ses excuses. Il a demandé pardon à son peuple. Mais pourquoi un chef d'État qui demande pardon, ceux qui l'accompagnent ne peuvent pas s'inscrire dans la même dynamique pour nous permettre de vivre dans un état de paix? Peut-être que les jeux sont déjà faits, les jeux. Quel jeu? Je vous l'ai Pour dit. les élections. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que ce n'est pas des affirmations gratuites. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est le peuple qui élit. C'est le peuple qui élit. Si ce n'était pas le peuple qui avait le pouvoir d'élire, Patrice Talon ne serait pas à la tête de notre pays. Il faudrait que les gens arrêtent un peu de penser que tout est joué. Non, rien n'est absolument joué. C'est le peuple qui décide à travers les urnes. Et pour que le peuple puisse décider, ce que vous avez à faire aujourd'hui en tant que ministre conseiller, c'est d'aller convaincre le peuple de ce que, effectivement, il y a eu des réformes. Et à travers des réformes, on a forcément des mécontents, mais que ce que le chef de l'État a fait comme option n'a été que dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce qu'on lui demande de dire. On ne lui demande pas autre chose. Qu'est-ce qu'il pourra faire aujourd'hui pour enlever l'ancien président Boni Yayi du cœur de certains Béninois? Il ne pourra pas. Et quand on parle par exemple de popularité, quelle est sa popularité par rapport à l'ancien chef d'État Boni Yayi? Quand Boni Yayi va se retrouver tout de suite ici, imaginez le nombre de concitoyens qui vont venir dans ce plateau, comparé à lui. Donc à un moment donné, ce n'est pas parce qu'il s'agit de la politique qu'on va se permettre. Ils n'ont pas pris en fait exemple sur ce que Akpona a sorti comme message et qui constitue aujourd'hui pour lui un véritable problème. Il est le seul à savoir s'il arrive à dormir ou pas. Roland Tonini, franchement, il faut aider le chef de l'État à sortir par la grande porte. Je pense véritablement que quand j'avais dit que l'opposition... Peut-être que ce n'est pas de vaine déclaration. Oui, écoutez, quand vous savez que depuis 2019, il y a des stratégies politiques qui sont sorties, soit pour exclure, ou soit avec tout ce que vous voyez pour 2019, 2020, 2021, 2023, et que c'est quelqu'un qu'on a nommé ministre conseiller à qui on a donné plein pouvoir, en tout cas une partie du pouvoir, et qui dit tout et n'importe quoi à la fois, qui le dit comme ça, il faut le faire, prendre avec beaucoup de concentration pour se dire attention. Quand il le dit, pourquoi il le dit et sur quelle base il le dit. On a vu Yaoundé créer son parti Réveil patriotique dans ce pays. Il a pu quoi avec son parti au plan national. Et donc, quand il est dans la mouvance qu'il tient ses propos, ça veut dire que l'opposition doit cesser de dormir, se réveiller très tôt et réfléchir sur les stratégies qui pourraient être mises en œuvre pour les empêcher, soit peut-être pour magouiller. Moi, appelons les choses clairement, disons les choses clairement. Soit il y aura des stratégies comme en 2019, un certificat qui va sortir de nulle part, soit ou en 2020, il y aura peut-être des moyens d'exclure et peut-être une opposition fantoche participera aux élections pour valider les élections, comme en 2021 également. On a pu voir aussi les différents candidats de 2021. Peut-être que des stratégies comme ça vont sortir, ou alors véritablement, les gens comptent sur la possibilité de magouiller dans leur zone. Et on a vu, il y a Janvier Yaoundé qui parle, et en réalité, je vais finir en disant, aussi dans la mouvance, les gens doivent avoir peur de lui. Parce qu'on a vu, quand il était candidat en 2023, et qu'il n'était pas titulaire, ceux qui sont dans sa circonscription électorale peuvent nous dire clairement comment il s'est comporté. Il est allé jusqu'à combattre sa propre liste, parce qu'en réalité, il n'était pas titulaire. Donc, quand c'est une personnalité de ce rang qui parle comme ça, et qu'on a vu ses preuves, on a vu aussi ce qu'il a pu fabriquer au cours des élections législatives de 2023, il y a matière à se poser des questions. Donc je crois que quand un leader, ou pour moi, de la mouvance en arrive à dire ça, il revient à l'opposition de se lever et de vraiment réfléchir sur les possibilités de contourner. Parce que
on dit, quand quelqu'un sous là commence par vous dire des vérités, c'est pas parce qu'il est saoulé, c'est parce que c'est de la vérité qui était dans son cœur qu'il vous livre, parce que maintenant il est saoulé et il ne se contrôle plus. Donc il revient à ceux de l'opposition, à tous les acteurs politiques, notamment de l'opposition, parce que pas que les démocrates, il y a NFN, il y a GSR, tout ce que vous voulez, et MPL également, toutes ces formations politiques d'opposition qui doivent se dire attention. S'il le dit comme ça, est-ce qu'il n'y a pas nécessité pour nous de travailler à être ensemble aux élections plutôt que d'aller en rang dispersé? Parce que oui, au-delà de tout, il y a quand même une avance que les partis de la mouvance ont sur la classe politique de l'opposition. Et pour rattraper cette avance-là, il faut travailler, il faut réfléchir stratégie, il faut réfléchir moyens pour contourner les stratégies de la mouvance. Hugues Hector Zogo, pour finir sur le sujet. Oui, je voudrais quand même rebondir pour dire que malheureusement, on n'a pas une opposition organisée dans notre pays. Le chef de l'État a donné rendez-vous à l'honorable Guy Mitokwe. Je ne sais pas s'il a pu faire l'exercice juste là. On n'a pas une opposition malheureusement organisée. Patrice Talon s'est retrouvé hors du territoire, exilé. Il y a passé 2 années. Il est rentré au pays à quelques mois des élections. Il a mis en place une machine pour remporter les élections. Justement, selon vous, que peut faire l'opposition face à tout cela? Oui, je vous donne je vous donne. C'est ça, je vous donne en fait ce qui peut se faire par l'opposition. Patrice Talon a gagné les élections simplement parce qu'il a sécurisé les voix. C'est pas autre chose. Mais est-ce que vous avez vu l'opposition aujourd'hui dans cette posture de pouvoir sécuriser ses voix? Vous avez l'ancien président Boni Yayi, très redoutable en politique. Vous avez eu, comment on appelle, Lionel Zissou, Premier ministre, économiste international reconnu, qui s'est retrouvé être le candidat de la mouvance. Vous aviez eu Komi Koutié, directeur de campagne, qui a sorti, je vais dire, une nouvelle forme de communication politique extraordinaire. C'était jamais vu au Bénin. Et pourtant, malgré tout ça, à l'époque, la Cour constitutionnelle, c'était pratiquement aux mains de la mouvance. La Sénat, c'était pratiquement aux mains de la mouvance. Le ministre de l'Intérieur, c'était aux mains de la mouvance. Et pourtant, Patrice Talon les a défiés. Parce qu'il a su compter sur des jeunes qui l'ont aidé à sécuriser les voix qu'il a obtenues au niveau de chaque bureau de vote. Mais si l'opposition reste là, amorphe, vous voulez que la mouvance fasse quoi? La mouvance va gagner les élections simplement. Donc il revient. C'est pas, en fait, gagner les élections, c'est pas un jeu d'enfant. C'est pas rester à dire bon, ok, on a le peuple qui nous soutient. On a nos compatriotes qui nous soutiennent. Donc, si on va aux élections, on va gagner. Non. On a eu des résultats de par le passé qui ont permis... Je crois que véritablement... Des résultats qui ont permis, à un moment donné, de comprendre que l'opposition aurait pu obtenir plus de voix. Mais quelle est la stratégie que l'opposition met en place aujourd'hui? Vous les verrez sortir un communiqué sur des sujets moins importants. Est-ce que c'est ça, une opposition? Vous aviez le cas du Sénégal d'à côté. Un président en exercice qui a eu à se retrouver aux élections avec un acteur de la mouvance qu'on a traité de tous les noms, de l'opposition qu'on a traité de tous les noms, à la limite. Et pourtant, ils ont gagné les élections. Non seulement parce que le peuple était là, mais parce qu'ils ont su dicter leurs lois. Vous avez cette opposition-là au Bénin aujourd'hui? Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Il ne suffit pas de rester juste là à pleurnicher pour dire oui, Patrice Talon met telle machine en place, il fait ci, il fait ça. Non. L'opposition aussi a les moyens de sa politique. Que l'opposition travaille. L'une des situations qui a fait échouer la mouvance en 2016, il ne faut pas qu'on perde de vue. Il y avait le mauvais casting. Parce qu'on a vu, même au sein de la mouvance, des gens combattre cette candidature de Lionel Zinsou. On les voit aujourd'hui, ils sont dans la gouvernance de Patrice Talon aujourd'hui. Vous pensez qu'il y avait mieux dans la mouvance à proposer Attendez, laissez-moi parler. Lionel Zinsou. Moi, je pense, et je continue de dire, qu'il y avait déjà ce problème de mauvais casting. Parce que la preuve,
On a vu l'ancien président Nicéphore Soglo aussi monter au créneau pour dénoncer la France-Afrique parce qu'en réalité, pour eux, et ce discours a marché pour l'opposition. À Patrice Talon, c'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas une question de on a maîtrisé ou sécurisé les votes. D'ailleurs, actuellement là, quand l'autre dit que les opposants n'ont rien pour gagner les élections, mais réfléchissons, allons loin. Loin, c'est que les mécanismes aujourd'hui, à partir du code électoral, une certaine dissolution, est-ce que ça va faciliter la tâche aux opposants d'avoir le pouvoir aussi facilement? Parce qu'on ne va pas comparer deux situations. Le Sénégal, dont on parle, il y a eu un sursaut patriotique avec le peuple et des jeunes. Macky Sall n'a pas eu la possibilité de mettre en place des mécanismes de 10%, de 20%, je ne sais quoi. Mais ça ne coûte absolument rien. Attendez, laisse-moi finir. Pour vous dire que les mécanismes mis en place aujourd'hui ne facilitent pas la situation aux opposants à proprement parler. C'est pourquoi je dis toujours, pour eux, pour gagner cette élection, il leur reviendra seulement de s'entendre et d'aller en rang serré. Parce que je me rappelle toujours du cas de Adama Barrow en Gambie. Chaque fois qu'il fallait faire face à Yaya Jammeh et que les oppositions étaient allées aux élections en rang dispersé, ils ont toujours perdu les élections. Mais dès lors qu'ils se sont mis en place, ensemble, pour mettre Adama Barrow devant, ça a été facile de battre Yaya Jammeh. Première chose, même au Nigeria à côté, Goodluck Jonathan, opposant. On a vu comment ils se sont organisés pour prendre le pouvoir. Donc, en réalité, le problème aujourd'hui, ce n'est pas que l'opposition ne fait rien. L'opposition doit travailler à se mettre ensemble au-delà des stratégies. Mais en même temps aussi, de voir comment contourner, parce que qu'on ne se leurre pas. Les mécanismes mis en place aujourd'hui à travers les dispositions électorales, ça ne favorisera pas, ça ne donne pas de chance aux opposants. Et on sait très bien que la situation vers laquelle nous tendons vers une situation qui peut être une impasse, qui va profiter à la mouvance en place. Donc, je crois que le débat est ailleurs. Je voudrais quand même rebondir. Alors là, pour finir, on est resté sur le seul sujet. Le mauvais casting guette aujourd'hui la mouvance également. Je peux rebondir? Oui. Rebondir en disant deux choses. En 30 secondes. Non, pardonnez. En 30 secondes. Je voudrais quand même dire deux choses. La première chose, quand il parle de mauvais casting, est-ce que Boni Yayi avait un meilleur candidat que Lionel Zinsou en 2016? Si oui, qui est ce candidat? Parce que si ce candidat a existé, je considère que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il doit pouvoir se retrouver encore dans l'opposition. Ce candidat, c'est qui? Meilleur que Lionel Zinsou à l'époque. Boni Yayi n'en avait pas. Et quand le président Nicéphore Soglo parle de la France-Afrique, c'est parce qu'il s'est retrouvé du côté du candidat Patrice Talon. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que Boni Yayi ait manqué d'avoir le soutien de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo? Et je vais finir une fois pour de bon pour dire ceci. Quand il parle de sursaut patriotique, le Bénin n'a pas ce sursaut patriotique. Ça voudrait dire que les Béninois ne font pas confiance à l'opposition aujourd'hui au point de dire oui, nous soutenons Mordicus, peu importe le candidat qui aurait été retenu par l'opposition. Ce sursaut patriotique-là, on ne peut pas l'avoir au Bénin. On aura tué ce parce que le sursaut mais qu'est-ce qui garantit la victoire des gens? Même si on a le sursaut patriotique, on a vu le sursaut patriotique en 2023. On a vu le sursaut patriotique en 2023. Roland, vous n'avez pas la parole, faut finir. Le peuple en démocratie, le peuple est au-dessus de tous. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous avez vu la marée d'hommes qui se retrouvent dans les rues. Vous pensez un instant que Alassane Ouattara puisse faire face à ça? Vous pensez un instant que le peuple béninois, s'il se retrouve aujourd'hui convaincu de ce que l'opposition doit pouvoir prendre le pouvoir en 2026 à travers le sursaut patriotique, que ça n'aurait pas été manifeste à travers les urnes? Non, on est en démocratie. On est en démocratie. Vous faites bien de parler de la marée en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui les Béninois peuvent se réunir dans les rues pour faire une marche? Écoutez, répondez. Est-ce qu'aujourd'hui les Béninois peuvent se réunir? Même dans des salles, on va leur interdire les réunions. Non. Vous pensez, on ne pourra pas s'entendre sur le sujet. En Côte d'Ivoire, les gens ont la possibilité. En Côte d'Ivoire, les gens ont possibilité de se rassembler dans les rues et de faire des marches. Au Sénégal, on a vu ça. Est-ce qu'au Bénin aujourd'hui, c'est possible?
Ce n'est pas possible. Non, c'est-à-dire Nous allons aborder un autre sujet. Les amis téléspectateurs feront leur propre opinion. Nous allons poursuivre. Non, pas du tout. Mais le temps est parti. Même les travailleurs sont... Roland Tonnerre-Ikes, nous allons aborder le second sujet sur ce plateau. Les manifestations dans la Roland du travail, ce n'est pas bien. Roland Tonnerre-Ikes, nous allons poursuivre cette analyse. Ces choses sur ce plateau, mesdames on reviendra sans doute sur cet Comme vous pourrez le constater, le le temps ne nous permet pas de poursuivre malheureusement sur ce sujet. C'est pour ça que je vous arrête. Sinon, vous savez très bien que je préfère la contradiction parce que de la contradiction, on éclaire mieux le public. Donc, nous sommes obligés de poursuivre avec un autre sujet sur ce plateau. Il s'agit de la représentation des femmes dans les instances de décision. Les femmes députées plaident et font un plaidoyer à l'endroit du président de l'Assemblée nationale. Ma question est de savoir, est-ce que les quotas sont aujourd'hui une solution durable pour garantir l'égalité? Je crois qu'il faut aujourd'hui, avec le discours des femmes du caucus parlementaire, c'est un discours qui vient à point nommé. Pourquoi je le dis? Et je voudrais au passage remercier quand même l'honorable Sophia Tchanou qui incarne ce caucus des femmes parlementaires pour dire oui. Nous avons vu les gens voter une loi pour dire qu'il faut davantage positionner les femmes mais on voit les élections de 2023, ceux qui ont voté cette loi ont été incapables de mieux positionner les femmes tête de liste. Ça commence là. Parce que quand vous regardez bien ce que disent, c'est qu'il faut que les femmes soient davantage représentées au Parlement, au niveau de nos mairies. Mais ceux qui ont porté cette vision, ceux qui ont porté cette réforme-là, quand vous regardez les différentes listes issues des élections de 2020-2023, combien de femmes ont-ils positionné comme tête de liste? Je m'en tiens juste même aux élections de 2023. Parce qu'on dit que dès lors qu'une formation politique a la majorité, le poste qui est réservé aux femmes revient d'office à cette formation dans la circonscription électorale. C'est que les gens estimaient qu'il faut mettre maintenant les femmes juste sur la dernière ligne, en fait, espérant que dès qu'ils auront la majorité, on aura de femmes qui sera à l'Assemblée nationale. Je prends l'exemple de la 6e. Vous allez voir Zani Medjor, Fagbemi, je ne sais quoi, tout cela, aligné. Et puis, on a mis Edmond Fonton avec comme suppléante Jeanne Assoclé là pour espérer que quand ils auront la majorité, Edmond Fonton peut venir à l'Assemblée. Fort heureusement pour eux. Allez dans la 15e, dans la 16e. Combien de femmes ont-ils mis tête de liste? Vous vous imaginez. Allez dans la 5e, allez dans la 18e, allez dans la 19e. Combien de femmes ont-ils mis comme tête de liste? Dans la 19e, on a vu notre aînée, comment on appelle, Cécile Romenou, qui était aussi à cette position pour les femmes. Et dès lors qu'ils ont eu la majorité, on lui a permis d'aller siéger au Parlement. Donc, je crois que le débat doit aller au-delà de ça. Ceux qui ont porté cette vision, et c'est en cela que je n'interpelle le parti de la mouvance UPBR, parce que c'est eux qui étaient majoritaires au Parlement de 2019 à 2023 qui ont porté cette vision. Et quand vous faites ça et que vous êtes incapable de positionner les femmes, on doit vous interpeller pour dire, mais finalement, vous dites quoi? Parce que oui, c'est quand même trop facile de réserver le raccourci aux femmes, c'est dès lors qu'on a la majorité. Et dès lors que vous n'avez pas la majorité, ça veut dire que votre parti n'aura pas d'élus femmes au Parlement. Il faut aller au-delà de cette mentalité, donner plus de chance aux femmes, mettre, on a vu, c'est pas un exemple, parce qu'eux aussi, ils ont failli en la matière, les démocrates, ils ont aussi failli, parce que, à l'exception de la 6e, de la 6e, où ils ont positionné une dame Hélène tête de liste, dans combien de circonscriptions électorales ont-ils positionné les femmes tête de liste? Quand vous regardez un peu, vous allez voir, c'est peu de femmes sont tête de liste sur les 24 de la circonscription électorale. Donc je pense que le débat aujourd'hui, c'est que les femmes aillent porter la voix au sein de leur formation politique. Sophia Tchanou fait bien de plaider, d'accord? Mais au sein du parti BR, dont elle est membre, elle ferait mieux d'aller au sein de cette formation-là pour dire attention, assez c'est assez. On ne veut plus de femmes qui sont reléguées au deuxième rang, c'est-à-dire c'est dès lors que vous avez la majorité, qu'elle au moins, elle a eu son poste parce qu'elle était de liste à Porte-Nouveau. Dans la 19e, au moins, elle a été élue grâce à son parti parce que si jamais elle était dans l'autre position, elle ne serait pas revenue à l'Assemblée nationale. Donc, il revient de porter davantage la voix de ses sœurs
au sein de sa fonction politique pour dire, désormais, sur les 24 circonscriptions électorales, nous souhaitons que dans au moins 12, que des femmes soient tête de liste. En dehors de la position qui est réservée aux femmes, faites en sorte que on fait du 50-50. 50-50, une partie, 12 femmes hommes tête de liste, 12 circonscriptions femmes tête de liste. Faisons le pari et nous pourrons espérer. Mais est-ce que nous avons autant de femmes qui pourront impacter? Il y a des femmes, c'est parce que les hommes... Parce que l'enjeu est également... Non, c'est parce que les hommes ne donnent pas davantage la possibilité aux femmes. Nous sommes des hommes parfois, on ne veut pas voir sa femme militer. Il y a des gens... J'ai eu l'exemple d'un élu la dernière fois, parce que sa femme a voulu s'impliquer en politique, n'a pas du tout voulu aller jusqu'à voir quelque part où la dame était en formation pour être leader, et il est allé là-bas pour demander à avoir des garanties avant que la femme ne s'engage. C'est qu'il faut aussi travailler les hommes pour que les hommes puissent avoir la possibilité de libérer leurs épouses. Les femmes ont du potentiel. Les femmes ont du potentiel, beaucoup de femmes ont du potentiel. Et en fait, la situation dans l'administration, dans la politique avec les femmes, cette situation fait que parfois certains hommes ne veulent pas du tout entendre que leur épouse est là-bas. Mais il y a quand même des lois aujourd'hui qui peuvent permettre aux femmes de dénoncer les abus, un certain nombre de choses. Et il va falloir vulgariser ces lois, rassurer les hommes de ce que si votre femme est votre femme véritablement et qu'elle est consciente, elle doit pouvoir dénoncer les abus. Et maintenant, on a besoin d'elle pour prendre des décisions. Parce qu'au Parlement, vous voyez autant de femmes, on a combien de femmes là, et parfois il y en a qui sont inexistantes, on ne les voit même pas. C'est-à-dire, on ne sait même pas qu'on a des femmes, en dehors de quelques-unes qui osent prendre la parole. Maintenant, il faut que le caucus des femmes parlementaires essaie de voir dans quelle mesure il y aura une synergie d'action avec les femmes élues, notamment au niveau de nos communes, les chefs d'arrondissement, les conseillers communales, les maires également. Comment faire en sorte qu'il y ait une synergie d'action pour que ces femmes puissent communiquer? Parce qu'il y a des femmes qui sont au niveau de nos mairies, mais qui attendent qu'on leur donne la chance d'être députées, d'être sur une liste tout au moins. Elles ont le potentiel. Mais compte tenu des calculs politiques, on pense que non, elles ne peuvent pas aller plus loin que ça. Il va falloir corriger tout cela. Hugues Torsogo. Je voudrais commencer par dire félicitations pour cette démarche-là qui a été menée par le caucus des femmes parlementaires de notre pays, parce que l'heure a sonné pour que la femme, ne serait-ce qu'à l'Assemblée nationale, puisse prendre davantage le pouvoir, parce que c'est de ça qu'il est question. Regardez, depuis 90, où nous parlons du renouveau démocratique, on n'a jamais eu à la tête de l'Assemblée nationale une femme en tant que présidente de l'institution. Et ça ne nous dit absolument rien. Tout ce qui nous préoccupe, c'est quelle stratégie mettre en place pour que les hommes soient tête de liste. Tout le temps, ce n'est que ça. Ça se limite à ça. Donc pour moi déjà, le grand défi pour les partis politiques, en l'occurrence ceux qui soutiennent le chef de l'État, c'est de pouvoir positionner. Ils peuvent prendre la décision de dire, pour le compte de ces élections qui s'annoncent, puisque le président Patrice Talon, à travers ses réformes, a tellement apporté à notre pays, nous lançons le défi et nous positionnons rien que des femmes tête de liste. Regardez, 77 mairies, on n'a que 4 femmes maires. Sur 77 mairies, on n'en a que 4. Ça pose un problème. Et avec ça, vous voulez qu'on encourage la jeune fille à exceller? Elle ne pourra pas exceller. Parce qu'on ne lui permet pas de comprendre que plus tard, elle a la possibilité de pouvoir gérer le pays. Est-ce que là où on se retrouve là, on peut, en tant que Béninois, affirmer avoir une femme, pas en tant que colistière, mais en tant que la personnalité qui doit conduire la liste d'un parti politique pour les élections présidentielles? On ne peut pas l'affirmer parce que nous n'encourageons pas ça. Nous ne mettons pas en place les stratégies qui puissent dire que nous valorisons l'image de la femme. Il faut reconnaître que nos réalités socio-culturelles sont également des causes. Les réalités socio-culturelles, vous en parlez. Mais n'oubliez pas que quand ça chauffe à la maison, c'est en même temps cette femme-là qui court dans tous les sens pour nourrir la famille. L'homme ne fait absolument rien de spécial mieux que la femme aujourd'hui au Bénin. C'est quand ça nous arrange que nous sommes là pour parler de nos réalités socio-culturelles et tout le reste que vous connaissez. Regardez les hommes qui sont là à l'Assemblée. C'est pas que je ne voulais pas rentrer dans ce débat, mais
on a quand même des femmes qui méritent de se retrouver à l'Assemblée nationale. Vous allez voir, même au niveau de certaines mairies, des femmes qui ont la possibilité de se retrouver candidates, par exemple, mais les maires qui sont là ne veulent pas leur permettre de faire éclore leur étoile. Parce que pour eux, bon voilà, c'est un problème de leadership. C'est pas bien. Ça doit pouvoir se régler au sein des partis politiques. Et ça, le chef de l'État doit pouvoir y travailler. Il a 2 partis politiques qui ont leurs représentants à l'Assemblée nationale. Occasion pour lui de dire, écoutez, vous avez déjà eu la chance de vous retrouver une fois député. Pour la prochaine mandature, on ne vous positionne plus. La République a besoin de vous ailleurs. Positionnez-moi que des femmes, tête de liste. Et faisons cette expérience-là. Parce que ça aussi, c'est une forme de réforme. Le Bénin gardera ça de lui. Regardez l'insulte envers nos femmes. Parce qu'on a dit, il vient de l'expliquer, parce qu'on a dit que la loi permet à la femme, au niveau de chaque circonscription électorale, d'être positionnée et de gagner. Si c'est votre parti politique qui remporte le plus de sièges possible, on va exclusivement positionner juste une femme là. C'est une insulte envers l'intelligence féminine. Donc pour moi, on peut faire autrement les choses, on peut faire autrement la politique. Quand on a besoin des suffrages, qu'est-ce qu'on fait? On va dans les marchés. Dans les marchés, ce n'est pas les hommes qui sont là. C'est plus les femmes. C'est plus les femmes. Elles ne sont qu'utilisées en d'autres mots. Merci Hugues Hector Zogo, merci Roland Laurent Tonéikès.